Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au PER, le plan d'épargne retraite individuelle. L'objectif de ce dispositif, se constituer un complément de revenus pour la retraite. Le PER attire aujourd'hui un grand nombre d'épargnants. En effet, près de 10 millions de Français en posséderaient un, témoignant ainsi du fort attrait pour ce produit. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique. Bonjour. Bonjour Gilles, merci de me recevoir. Alors Jean-Marc, pourquoi dit-on que le PER est le produit idéal pour se constituer un complément de revenus pour sa retraite future? Écoutez, c'est très simple, on pourrait comparer le père à un jardin que l'on cultiverait pour son futur. Il s'agit en effet d'un dispositif d'épargne conçu spécifiquement pour préparer sa retraite et pour chercher surtout à pallier la baisse de revenus après l'arrêt de son activité professionnelle. Alors, en France, le taux de remplacement, comme disent les experts, est de 62,5% en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un retraité perçoit une pension qui équivaut à son dernier salaire diminué de 37,5%. Le PER permet d'épargner donc progressivement, soit par des versements réguliers, soit par des versements libres en fonction de ses capacités financières. Et au moment de la retraite, eh bien, il offre la possibilité de retirer les fonds, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital. Alors jeune ou moins jeune, y a-t-il un âge idéal pour ouvrir un PER? Écoutez, c'est comme pour la majorité des produits d'épargne. Plus tôt on y adhère, mieux c'est. Alors, c'est pourquoi, dès l'entrée dans la vie active, il peut être pertinent d'ouvrir un PER. Alors attention toutefois, on n'autorise pas la souscription pour les mineurs. L'idéal, c'est de le faire dès 30 ou 35 ans afin d'accumuler le plus de capital possible pendant la vie active. Car nous le savons, notre système de retraite par répartition présente certaines incertitudes, ce qui pourrait entraîner des pensions plus modestes à l'avenir. Le PER permet donc de se constituer un complément de revenu à la retraite pour compenser, au moins en partie, la perte de pouvoir d'achat. Alors le PER offre également une diversification des placements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors concrètement, vous pouvez opter pour la gestion à horizon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle permet de répartir automatiquement votre épargne entre le fonds en euros et les supports en unités de compte. Des supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Alors, ce mode de gestion vise à améliorer votre rendement et à sécuriser progressivement votre épargne à l'approche de la retraite en réduisant, selon votre âge de départ, bien sûr, la part de l'investissement risqué vers des placements moins risqués, tels que le fonds en euros ou des unités de compte à faible risque. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité de diversifier votre épargne vous-même, grâce à une gestion libre dans laquelle vous choisirez les supports d'investissement ainsi que leur répartition dans votre contrat. Chez SG, voyez-vous, il est proposé une gestion supplémentaire dans l'offre PER Acacia pour les clients souhaitant déléguer leur gestion à des experts. Il s'agit d'Alias Gestion. Il s'agit là d'une gestion active de l'épargne dans laquelle les arbitrages sont réalisés en fonction des évolutions des marchés financiers. Le client choisit un des 4 profils de gestion proposés selon son appétence au risque notamment. Alors, peu importe que vous optiez pour la gestion horizon, la gestion libre ou alliage gestion, rapprochez-vous toujours de votre conseiller pour qu'il puisse vous aider à faire votre choix en fonction, bien sûr, de votre situation. Alors Jean-Marc, nous approchons de la fin d'année, de nombreux Français cherchent à réduire leurs impôts. Le PER est-il un dispositif pertinent pour y parvenir? Alors ça, c'est la bonne question. La réponse est oui. La réponse est oui. On observe d'ailleurs un pic de souscription et d'investissement en fin d'année, car un des grands avantages du PER, c'est la possibilité de déduire de votre revenu net imposable les versements effectués sur votre contrat dans la limite de 10% de vos revenus professionnels annuels. Imaginez que vous investissiez 100 euros dans le PER. Si votre taux marginal d'imposition est de 30%, eh bien vous bénéficiez d'une déduction de 30 euros d'impôt l'année suivante. Vous pouvez alors placer ces 30 euros d'économie d'impôt et faire fructifier votre épargne. Un point d'attention toutefois, les versements réalisés seront imposés lorsque votre épargne sera débloquée à votre départ en retraite au taux d'imposition au moment de votre retraite. Celui-ci étant généralement plus faible, vous pourrez bénéficier alors d'une réelle économie d'impôt. Autre point, quelles sont les personnes qui ont véritablement un intérêt à souscrire un PER?
Écoutez, l'objectif principal du PER, c'est de préparer sa retraite tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Les économies d'impôts peuvent être significatives pour les contribuables qui se situent dans une tranche marginale d'imposition élevée, notamment à partir de 30%. Alors, en souscrivant un PER avant le 31 décembre, vous allez bénéficier immédiatement des avantages fiscaux pour l'année en cours. Si vous avez perçu une prime de fin d'année, en plaçant une partie de cette prime sur un PER, eh bien, vous pouvez réduire là encore votre imposition globale en bénéficiant de la déduction fiscale. Autre avantage, lors de l'ouverture d'un PER, vous pouvez récupérer les avantages fiscaux non utilisés les 3 années précédentes. Par exemple, si vous n'avez pas utilisé tout votre plafond de déduction 2021 et 2022, eh bien, vos cotisations de 2024 seront d'abord déduites de votre plafond de 2024, puis du reste des plafonds de 2021, puis 2022. De plus, les couples mariés ou pacsés peuvent mutualiser leur plafond de PER, permettant à un membre de bénéficier du plafond non utilisé par l'autre. En revanche, les personnes peu ou pas fiscalisées pourraient effectivement y voir un intérêt limité, d'autant plus qu'il s'agit d'une déduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt. Donc, cela n'a d'intérêt que pour les personnes qui en payent, évidemment. Pour ces personnes-là, c'est-à-dire pour les personnes qui sont peu ou pas fiscalisées, il peut être plus intéressant d'envisager d'autres solutions d'épargne bénéficiant d'avantages fiscaux lors du retrait des fonds. Nous vous invitons là encore à vous rapprocher de votre conseiller qui pourra vous accompagner dans le choix de l'option la mieux adaptée à votre situation et à vos objectifs financiers. Alors continuons sur la fiscalité. L'avantage fiscal s'applique-t-il de la même manière à tous les contribuables, qu'ils soient salariés ou non salariés? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a effectivement quelques particularités pour les professionnels. Par exemple, les salariés peuvent déduire jusqu'à 10% de leur revenu professionnel de l'année précédente avec un plafond de 35 194 euros pour des versements réalisés en 2024. Mais pour les travailleurs non salariés, le plafond est plus élevé. Le plafond est plus élevé, atteignant 85 781 euros pour des versements réalisés en 2024. Ce sont des montants qui sont fixés par la loi, qui évoluent chaque année. Et dernier point sur la fiscalité, est-ce que les plus-values réalisées sur un PER sont imposables? Alors la réponse est non. La réponse est non, en tout cas tant que les fonds restent dans le PER. Ce n'est qu'au moment de la retraite, lors de la sortie, que la fiscalité s'applique. Il est important de distinguer deux options de sortie. Concernant la sortie en capital, eh bien, le capital est soumis à l'impôt sur le revenu. Les gains réalisés sont taxés à un taux de 30%, qui se décompose en 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% de prélèvements forfaitaires uniques. Alors, concernant les sorties en rente, c'est un peu différent. La rente est également soumise à l'impôt sur le revenu. Mais la rente est imposée dans la catégorie des pensions de retraite au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application de l'abattement pour frais professionnels de 10% sur le montant total de la rente. Seule une fraction de la rente est soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Alors, au-delà maintenant des aspects fiscaux, Jean-Marc, quels sont les autres avantages du PER? Alors, il est possible évidemment d'opter pour une sortie en capital, mais en une fois, en plusieurs fois, en rente viagère, ou même par une combinaison des deux. Le choix dépend vraiment de la situation personnelle de chacun. Le capital ou la rente peuvent-ils être transmis au conjoint en cas de décès? Alors absolument, hein, l'adhérent peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires du contrat grâce à la clause bénéficiaire. Alors, ce bénéficiaire ou les bénéficiaires pourront ainsi percevoir l'épargne constituée sous forme de capital ou de rente en cas de décès de l'adhérent avant sa retraite. De même qu'en cas de décès à la retraite, lors de la phase de récupération de l'épargne, le capital restant ou la rente peuvent être transmis au conjoint ainsi qu'à d'autres bénéficiaires désignés selon les modalités prévues dans le contrat. Par exemple, si vous avez opté pour une sortie en capital à votre décès, l'épargne restante peut être transmise au conjoint sans aucune fiscalité. Si vous avez choisi une sortie en rente, eh bien cette dernière peut être réversible. Cela signifie qu'elle continuera à être versée à votre conjoint
ou à un autre bénéficiaire, même après votre décès. Attention, une fois la première rente déclenchée, il n'est plus possible de changer de bénéficiaire de la reversion. Alors justement, restons au moment de la succession. Est-ce que le PER présente un avantage fiscal? Si l'assuré décède avant ses 70 ans, chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 € sur les capitaux versés. Cela signifie que la part inférieure à cette somme reçue par chaque bénéficiaire est exonérée de droits de succession. Ensuite, un prélèvement forfaitaire de 20% s'applique sur les 700 000 € suivants, c'est-à-dire entre 152 500 et 852 500 €. Au-delà de ces 852 500 €, la quote-part taxable de chaque bénéficiaire est soumise à un prélèvement de 31,25%. Vous voyez, c'est assez précis. Si le décès survient après les 70 ans, les règles fiscales pour la transmission du capital sont alors moins avantageuses. Les capitaux décès sont soumis aux droits de succession après application d'un abattement global de 30 500 € pour tous les bénéficiaires. À noter, il n'y a pas de prélèvements sociaux sur les capitaux transmis, que l'assuré décède avant ou après ses 70 ans. On voit donc là très clairement qu'un des atouts du PER, c'est aussi sa facilité de transmission. Alors voilà, on comprend donc tout l'intérêt d'ouvrir un PER avant la fin de l'année. Mais quand même, une dernière question, Jean-Marc, une question pratique. Peut-on ouvrir ce dispositif du jour au lendemain? Alors, vous faites bien de poser cette question, car très souvent, les gens s'y prennent au dernier moment en pensant qu'un PER peut être ouvert du jour au lendemain, un peu comme un compte bancaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Entre le moment où la demande est faite et l'ouverture effective du PER, il peut s'écouler une dizaine, voire une quinzaine de jours, selon les établissements. Pourquoi? Bien parce que c'est le temps qu'il faut à l'intermédiaire financier pour analyser le dossier et pour réunir les pièces justificatives qui ont été demandées. Nous vous conseillons donc de démarrer les démarches dès le début du mois de décembre, au plus tard, pour vous assurer que cette solution d'investissement est bien adaptée à votre situation. Rapprochez-vous donc de votre conseiller. Il pourra vous accompagner dans le choix de votre solution d'épargne, et notamment du PER, et vous proposer le mode de gestion le plus approprié. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc Sylvestre, d'avoir participé à ce podcast sur le PER. Merci à tous nos auditeurs pour leur attention et à bientôt pour un prochain épisode.